Merci beaucoup. Chers amis, je voudrais introduire cette table ronde faite de participants éminents en faisant quelques réflexions initiales sur l'évolution des relations nord-sud et le cadre dans lequel se situe le futur du Maroc sur son plan extérieur. Les relations nord-sud ont suivi au cours de l'histoire une transformation que je peux résumer de manière très brève à l'aide de ce tableau. D'abord, le Nord a colonisé le Sud. C'était une période historique donc, pendant laquelle, effectivement, le Sud est devenu une province occupée par le Nord. C'est la première phase des relations. Au moment de la décolonisation, comme c'était normal, il y a eu des mouvements de libération pratiquement dans tous les pays, ce qui fait que le résultat final a été une deuxième période d'éloignement et de confrontation entre le Nord et le Sud. Ça a été une période pas excessivement longue d'un point de vue historique, mais qui a existé. Le Sud était ennemi, en quelque sorte, du Nord. Il y avait encore les séquelles du vieux colonialisme. La naissance de l'UNCTAD, dont nous avons ici quelques illustres représentants de l'époque du début, la naissance de l'UNCTAD a permis de commencer un dialogue entre les anciens colonisés et les anciens colonisateurs, un dialogue entre le Nord et le Sud. Et la ligne pour laquelle a opté l'UNCTAD et toute la communauté occidentale, la ligne qu'a préconisée le Nord a été à partir de ce moment-là la ligne du commerce. La manière de résoudre l'éloignement et la confrontation du Nord et du Sud devait être la voie commerciale. Les intérêts économiques devaient contribuer à souder de nouveau le Nord et le Sud. La forme la plus nouvelle, la plus récente de cette période a été celle des traités de libre-échange. Les États-Unis, conscients de cette rupture Nord-Sud, ont été parmi les premiers à évoquer l'idée de créer des blocs partiels de libre-échange entre quelques pays du Sud, dans le cas particulier le Mexique, et d'autres pays du Nord, dans le cas particulier les États-Unis et le Canada. Donc là, nous entrons dans cette nouvelle philosophie que le rapprochement va se faire par la globalisation des marchés et essentiellement par le libre-échange conditionné à une certaine forme de régionalisation ou totalement ouvert dans le contexte de l'Organisation mondiale du commerce. Donc le centre de ce rapprochement nord-sud, on doit le trouver dans cette troisième étape, dans le commerce. Alors, est-ce que le commerce a véritablement mis fin à la phase 2 d'éloignement et de confrontation? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que la confrontation est restée latente. Effectivement, le commerce apporte des avantages. Nos livres de texte sur la théorie du commerce international nous disent tous que les partenaires gagnent, c'est évident, mais les gains du commerce n'arrivent pas à combler l'écart qu'il y a dans la confrontation entre un Nord riche et un Sud pauvre. C'est une technique nécessaire, c'était une étape nécessaire dans le processus, mais c'était de toute évidence pas une étape
suffisante. Nous devons dès lors entrer dans une nouvelle étape dans les relations Nord-Sud. Alors cette nouvelle étape dans les relations Nord-Sud, je l'ai appelée l'étape de la nouvelle géographie économique. C'est-à-dire une forme dans laquelle c'est le territoire qui s'élève par-dessus les nationalismes. Le territoire élève la logique économique par-dessus les nationalismes. Le commerce, c'est toujours le commerce international. Le commerce reste une activité nationaliste. Le territoire n'est pas nécessairement national. Le territoire n'a pas de frontières. Seul le territoire n'a pas de frontières. D'où l'idée que c'est la nouvelle géographie qui doit dicter le processus de rapprochement entre le Nord et le Sud. Ce qui est important, c'est de trouver des formes géographiques qui unissent le Nord et le Sud dans des territoires particuliers. Et c'est pour cela que nous sommes ici peut-être dans ce que nous pourrions appeler une zone exemplaire. Nous sommes peut-être, plus encore qu'entre le Mexique et les États-Unis, nous sommes dans la zone rapprochée du Nord et du Sud qui réunit les meilleures conditions pour développer une géographie économique commune. C'est pour ça l'ambition qui me guide, c'est de dire que le Maghreb et l'Europe doivent être un prototype des relations Nord-Sud dans le monde. C'est un prototype pour le monde. On ne peut pas se baser sur des exemples qui n'existent pas. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès entre le Mexique et les États-Unis, mais je ne vois pas encore une nouvelle géographie des Mexique et des États-Unis. Ça reste des pays séparés par un mur et séparés par des différences extraordinaires, tout en ayant des relations commerciales satisfaisantes. Le traité de libre commerce n'est pas assez. Aller plus de l'avant, c'est la nouvelle géographie économique. Alors ici, dans le Maghreb, nous avons vu, dans le Maroc, nous avons vu que c'est visible que l'intégration pour le marché est insuffisante. Nous avons entendu hier continuellement des critiques. Je sais que l'ambassadeur Pratt va dire qu'il va défendre la politique européenne et il doit la défendre. Mais c'est clair que les accords de libre commerce n'ont pas répondu aux attentes que l'on pouvait poser dans eux. Les limites de l'intégration par les marchés, simplement par le marché, sont devenues évidentes. De la Méditerranée frontière, encore une chose qui ne plaît pas à Bruxelles, la Méditerranée frontière, il faudra passer en quelque sorte à une zone de co-développement de la Méditerranée occidentale. Et puis je résume avec deux tableaux ce que je viens de dire. Dans le partenariat de voisinage que nous vivons aujourd'hui en Europe, on laisse avancer l'intégration Nord-Nord dans son double processus d'élargissement et d'approfondissement, et elle avance avec des problèmes, mais elle avance. On espère qu'il y aurait une intégration Sud-Sud. On a vu ici des plaidoyers continus pour le Maghreb, mais soyons réalistes. L'intégration du Maghreb, c'est une chose compliquée, difficile. Ça fait 30 années qu'on essaye, elle n'avance pas beaucoup, mais on peut penser que ça serait une solution. Et entre les deux processus d'intégration, la frontière de la sécurité, la frontière de la défense, la frontière de deux mondes qui sont là, la frontière des bateaux qui patrouillent la Méditerranée. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Du commerce, des capitaux qui devraient aller du nord vers le sud, des technologies qui devraient aller du nord vers le sud, du travail qui devrait aller du sud vers le nord et de l'énergie qui devrait aller du sud vers le nord. Voilà les relations du partenariat de voisinage tel que nous les voyons aujourd'hui. Et voilà de quoi on parle quand on parle de co-développement. Quand on parle de co-développement, c'est d'éliminer la frontière
et de la remplacer par un tampon de co-développement, par une zone d'activité commune autour de cette mer Méditerranée. Le co-développement est la manière de supprimer la frontière méditerranéenne. Et comment on fait le co-développement? Eh bien, mes idées là sont assez claires. Il faut développer des projets communs et des projets communs entre certains pays européens et certains pays du Maghreb. 2 pays, 3 pays, 5 pays, 7 pays, 5 plus 5, 8 plus 8, je ne sais pas. Mais il faut développer des projets communs. Pour la société de la connaissance, objectif numéro 1 de la société du futur, et pour le développement durable, évidemment, qui est le sens important de l'avenir pour toute cette région. Nous avons à faire beaucoup. Il faut faire de l'aménagement du territoire. Un jour, il faudra bien finir par faire la liaison fixe de Gibraltar. Un jour, il faudra bien avoir un réseau électrique parfaitement interconnecté de grande dimension reliant l'ensemble du Maghreb à l'ensemble de l'Europe. Un jour, nous aurons besoin de réseaux de transport qui relient véritablement tous les opérateurs de cette zone. Nous avons besoin d'infrastructures pour le développement. Le co-développement, c'est penser et réaliser en commun des grands projets. Par exemple, nous avons ici, il va parler tout de suite, un ancien responsable de l'ADATAR, nous avons besoin d'un immense projet d'aménagement du territoire entre les 2 rives de la Méditerranée. Un projet qui relierait Algeciras, Gibraltar, Tarifa, Tanger, Tétouan, Ceuta. Tout ça, ça fait un tout. C'est un tout multinational. C'est un grand projet. Il faut des grands projets d'aménagement. Et c'est ça la nouvelle géographie économique. C'est trouver des exploitations du territoire qui vont au-delà des nationalismes du passé. Voilà l'introduction que je voulais faire à la réunion de ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais passer la parole à M. Jean-Louis Guigou, président du Centre d'analyse et de liaison des acteurs de la Méditerranée, que j'ai déjà introduit en disant qu'il a été, pendant plusieurs années, directeur de l'aménagement du territoire en France. M. Guigou.